Bonjour à tous. Dans le cadre de l'action entreprise en vue de remettre le français dans la place qui devrait être naturellement la sienne dans les pays francophones, il est difficile de dénombrer les efforts et les tentatives d'une nébuleuse d'individus ou de groupes qui ont participé à cette action et qui n'ont abouti à rien ou pas grand-chose. Dans le monde de l'éducation, ou plutôt devrais-je dire dans celui de l'instruction publique, et encore plus dans celui des sciences et des techniques, le matraquage pour le tout anglais est à son maximum d'intensité. Quant au monde de la recherche, on ne trouve quasiment plus rien de sérieux qui soit rédigé dans les langues de l'Europe continentale. Dans le monde des médias, c'est l'anglomanie débridée. Je passe sur la publicité qui a sorti ses messages de courtes maximes en anglais sur fond de chansons anglo-américaines. En fait, en prenant le problème à l'envers, on doit dire qu'il est actuellement difficile, en Occident, d'identifier un domaine d'activité humaine qui ne soit pas envahi par la langue anglaise, ce qui entraîne automatiquement dans son sillage le raz-de-marée des concepts et des idéologies anglo-saxonnes destinées aux peuples satellites et qui dénaturent, dégradent et disloquent non seulement la langue, mais la culture jusque dans ses ramifications les plus traditionnelles. Mes remarques, qui sont centrées sur le français, peuvent être généralisées aux autres langues de l'Europe continentale, comme je l'ai déjà amplement montré dans mes vidéos précédentes. Nous nous trouvons dans un système dont l'évolution sur le plan linguistique a été totalement programmée par les anglo-saxons de longue date et principalement par les États-Unis avec le concours de nos prétendues élites locales. Ce plan, qui a été parfaitement décrit par Yves Eudes, vise, comme il le dit lui-même, à une conquête des esprits qui s'applique à de multiples facettes de la vie sociale et intellectuelle. Partout, on constate l'existence de relais d'une propagande insidieuse et dont on ne sait trop s'ils sont conscients ou inconscients des motivations de ceux qui en sont à l'origine. Nous faisons face à une formidable machine qui a entre ses mains tous les leviers du pouvoir et de la puissance. Nos publications sont limitées dans leur diffusion. Les médias de grande diffusion ne distillent qu'au compte-gouttes les conclusions des conférences que nous tenons, les appuis que nous recevons. Sur le plan du mécénat, rien de très significatif n'existe. Nous n'avons en tout et pour tout, comme atout, que notre bonne volonté, notre opiniâtreté et un mouvement populaire de rejet qui semble effectivement se cristalliser. Et aussi Internet, qui nous permet de court-circuiter complètement les chaînes traditionnelles d'accès à l'information. En France, les institutions ne sont qu'un décor de façade, à savoir la DGLF-LF, la francophonie institutionnelle, l'Académie française, etc. Les porte-paroles officiels s'efforcent de ne rien dire. Avant qu'il ne prenne sa retraite, le stéréotype du porte-parole et du commentateur officiel était Dominique Volton, qui édulcorait fortement discours et publications pour en faire de l'eau tiède propre à satisfaire la direction du CNRS où il travaillait. À ce titre, Christian Tremblay, qui est président de l'Observatoire européen du plurilinguisme, ferait bien de se méfier car il est loisible de penser que ceux qui financent l'Observatoire du plurilinguisme veulent de beaux discours et aucune action pour corriger la situation de pourrissement linguistique dans laquelle l'Europe continentale semble bien engagée. Nous sommes à une époque où celui qui dit simplement la vérité, et la vérité est tout simplement effarante, est immédiatement taxé soit d'extrémiste, soit de ringard par les gardiens du système et discrédité. D'une manière générale, nous assistons, à travers la destruction de notre langue, à une fantastique entreprise d'abrutissement des foules qui n'arrivent plus à porter des jugements adéquats sur ce qu'elles voient et entendent. Le spectacle se superpose et finit par se substituer même à la réalité, comme c'est le cas déjà avec les innombrables programmes télévisés qui se veulent être des témoignages vécus
et qui ne sont que des rôles joués par des acteurs professionnels. À l'école, un enseignement dégradé est diffusé et la formation professionnelle a remplacé depuis belle lurette l'apprentissage du vrai savoir, de la rigueur de pensée et de l'esprit critique de jadis. Un ingénieur est encore un ingénieur, mais ses connaissances sont très spécialisées et adaptées à servir les besoins d'une économie néolibérale dans une petite tranche de temps. Le vrai savoir technico-scientifique existe toujours, mais il n'est plus l'apanage de la grande masse de ceux qui sont censés en disposer. Comme on a pu le voir dans les vidéos précédentes, ces observations sont liées au thème général traité dans ce programme. Devons-nous rester honnêtes avec nous-mêmes ou combattre l'ennemi de façon aussi subreptice et ignoble que l'adversaire que nous avons en face ? Devons-nous avoir recours aux techniques manipulatoires plutôt que s'adresser à l'intellect pour infléchir les choses ? Faut-il considérer que nous avons encore avec nous des hommes raisonnant avec leur cortex associatif ou à du bétail humain, prisonnier de ses sentiments et des instincts primaires de son cerveau reptilien ? Non. Il faut combattre en minant et en dynamitant toutes les bases faussement rationnelles de cette tentative de disloquer notre langue, de la vider de son expressivité en la dénaturant, car ce qui est visé à travers la langue, c'est de nous imposer un ordre qui n'est pas le nôtre, de nous transformer en suiveurs serviles et de transformer nos pays en satellites d'un empire anglo-saxon accapareur, prédateur et destructeur. Mais après cette longue introduction, et avant d'aborder le sujet principal de cette vidéo, dans la continuité des précédentes, j'ai à vous présenter quelques sujets d'actualité. Je voudrais d'abord parler de l'Italie, où il existe un projet de loi de protection de la langue italienne proposé par le gouvernement de Giorgia Meloni. La première dépêche à ce sujet est parue le 1er avril de cette année sur CNN et faisait croire à un poisson d'avril, mais la nouvelle a été confirmée depuis. Là encore, les mots anglais seront bannis des documentations officielles. La deuxième nouvelle concerne une conférence de presse donnée par le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, lors de sa dernière visite aux Nations Unies à New York. Lavrov, qui parle pourtant anglais, s'y exprime presque exclusivement en russe. You suspect that I would not speak Russian, right? Bien sûr, le choix de Lavrov est dicté par l'évolution du rapport que son pays a avec le monde anglo-saxon. En d'autres termes, on utilise les langues étrangères avec les peuples amis par courtoisie et on fait le contraire dans les situations antagonistes et en obligeant les autres à faire l'effort de comprendre. La troisième nouvelle est un extrait d'un entretien avec Thierry Meyssan, qui est un journaliste couvrant la politique internationale et qui publie régulièrement des articles fort bien documentés. Il a également conseillé plusieurs gouvernements et il s'est fait connaître du grand public en 2002 en publiant un livre intitulé « L'effroyable imposture » qui est une enquête sur les attentats du 11 septembre 2001 à New York. Je vous propose d'écouter attentivement ce qu'il a à dire à propos des États-Unis. Ils n'ont plus de pouvoir. C'est une chose très étonnante, les hommes politiques n'ont plus de pouvoir. Et ça, c'est l'avènement en fait de l'Europe en grande partie qui a fait que C'est un phénomène qui va au-delà de l'Union européenne. C'est tout l'Occident qui est comme ça. C'est pas seulement l'Union européenne. Expliquez-nous pourquoi. Parce que l'Occident, c'est... L'Occident, c'est devenu une caserne où il n'y a qu'un seul pouvoir qui décide. Et tous les autres sont là pour lui obéir. Donc, ils n'ont plus aucun pouvoir, y compris l'Union européenne n'a aucun pouvoir. C'est les banques centrales qui ont le pouvoir ? Non. C'est Washington, point final. C'est Washington, point final. Mais Washington ne dépend pas quand même de la Banque fédérale ? Non. Non plus. C'est quand même eux qui décident. C'est Washington. À partir du moment où vous avez des armes de destruction, vous pouvez m'opposer des milliards et des cartes de crédit, ça ne vaut rien face à une bombe atomique.
Donc, celui qui a des armes triomphe toujours. C'est la loi du plus fort. Oui, mais d'une manière générale, les relations humaines... Dans l'histoire de l'humanité, c'est toujours été celui qui arrivait à gagner la guerre, qui a maîtrisé son sujet. Oui, et il se trouve que les États-Unis ont... Alors, ils mènent leur empire avec le Royaume-Uni qui les aide constamment, parce que les États-Unis, c'est une force, mais ils ne sont pas très intelligents. Alors que les Britanniques ont une longue expérience de la manipulation des autres. Donc, ensemble, ils dirigent un système où tout le monde leur obéit. L'Union européenne, ça a été créé, c'est une clause secrète du plan Marshall au départ, qui a créé l'Union... Enfin, ça ne s'appelait pas Union européenne, c'est les communautés européennes. Mais donc ça évolue maintenant parce qu'il y a une volonté d'affirmation que l'Union européenne aurait un point de vue différent sur les choses. Enfin, tout le monde se rend compte que c'est du pipeau. Quand il se passe quelque chose, aujourd'hui les États-Unis décident la guerre en Ukraine, l'Union européenne fait au doigt et à l'être, au doigt à l'œil tout ce qu'on lui demande. Évidemment, après ça, il ne faut pas être trop étonné de ce qui nous arrive. Néanmoins, le volet linguistique n'est quasiment jamais mentionné en géopolitique. Et l'un des buts de mes vidéos est justement d'établir ce lien. Voilà pour l'actualité récente. Je vais maintenant continuer sur le thème de la vidéo numéro 21 qui abordait les aspects économiques des inégalités linguistiques. Dans cette vidéo, j'annonçais que le coût d'apprentissage d'une langue correspondait à 2000 heures de travail, soit l'équivalent d'un emploi à plein temps pendant 1 an. Il s'agissait bien sûr du temps requis par un occidental pour maîtriser une autre langue du groupe occidental. Cependant, François Grain, précédemment cité, conteste ce chiffre. Il estime qu'une égalité totale avec un locuteur d'anglais natif pour atteindre son niveau de compréhension et d'élocution dans un débat ou au cours d'une négociation demanderait à un non-natif un investissement d'environ 12 000 heures de cours et d'exercices en anglais. Pour quelqu'un prenant 4 heures de cours par semaine, 10 mois dans l'année, il ne faudrait pas moins de 75 ans. Toutefois, nous ne devrions pas être trop surpris si nous considérons le temps qu'il nous a fallu à nous autres francophones natifs pour acquérir toutes les subtilités de notre propre langue et nous assurer une flexibilité totale dans son usage. L'école enseigne aux francophones natifs le français de 6 à 18 ans, et il en est à peu près de même avec les autres langues écrites partout sur la planète. La décision de faire de l'anglais la lingua franca de l'Europe est probablement la solution la plus injuste et la plus dispendieuse pour les locuteurs natifs d'autres langues qui se mettent ainsi constamment dans des situations d'insécurité linguistique, au risque de paraître incompétents faute d'un niveau d'expression insuffisamment fluide et adapté, et au ridicule déclenché par les erreurs involontaires parsemant leur discours, qu'ils en soient conscients ou non. En abandonnant leur droit d'usage de leur langue maternelle, les citoyens de l'Europe continentale préparent la marginalisation de leurs représentants. L'ancien ingénieur de l'École centrale française, Yves Montenet, qui est également diplômé de Sciences Po Paris, le confirme pleinement. Il est aussi diplômé d'études supérieures en économétrie et docteur en démographie politique. Il a commencé sa carrière dans l'entreprise familiale de distribution de produits pétroliers dont il est devenu directeur général. Il écrivait, je cite, « Quant aux cadres qui se prêtent à l'anglicisation de leur entreprise, là où elle n'est pas indispensable, ils commencent à prendre conscience que si cette anglicisation réussit, ils se feront à terme remplacer par un anglophone de langue maternelle, discrimination qui commence à se répandre. Croyant être modernes, ils préparent leur propre déclassement. » Fin de citation. L'existence d'une attitude aussi suicidaire ne peut s'expliquer aisément chez des gens qui pensent, au contraire, avoir fait les bons choix linguistiques en toute connaissance de cause.
Elle trouve son origine dans un conditionnement social intense et constant. Bandura a élaboré la théorie de ce conditionnement et a bien écrit ses éléments, sa structure et la manière dont il est administré. Bandura insiste sur l'importance de l'observation et de la modélisation des comportements, des attitudes et des réactions émotionnelles. Il confirme que l'apprentissage social serait extrêmement long et difficile si les gens devaient déterminer ce qu'ils doivent faire à partir des réactions qu'ils observent suite à leurs propres actions. En fait, le comportement humain est acquis la plupart du temps par l'observation du comportement des autres à travers sa modélisation. À partir de l'observable, un modèle empirique est élaboré qui sert tout simplement de guide pour fixer les comportements individuels. Il suffit donc de placer les modèles de comportement souhaités à la vue du public en monopolisant les moyens de communication et de s'assurer qu'ils n'introduiront aucune contradiction fondamentale avec le reste de ce que l'on cherche à inculquer aux masses. L'exemple le plus facile à trouver de ce conditionnement est bien évidemment celui des publicités qui nous suggèrent que la consommation de tel ou tel produit nous permettra de gagner l'admiration de notre entourage, en nous faisant croire que nous rentrons dans une catégorie sociale qui suscitera l'envie ou même la jalousie des autres. L'acceptation que l'anglais est la nouvelle lingua franca est assurée de la même manière par le fait qu'elle semble être devenue une norme socio-culturelle à ne plus remettre en question. Les qualités de cette langue, les vertus de son choix et la prétendue utilité qu'elle représente sont constamment renforcées par les médias de grande diffusion. Derrière les nouvelles, ses contenus, son formatage, derrière les entretiens, les dépêches, les films et les livres dont on fait la publicité tapageuse, la prétendue importance devient une évidence, voire un dogme dont la remise en question attire les pires ennuis. Cette croyance est confirmée par le système éducatif qui ne prend plus le risque, comme autrefois, d'inculquer un véritable esprit critique et qui participe désormais au renforcement du conditionnement social assuré par les médias. La soumission à l'anglais nous est présentée comme une force, un atout, comme une obligation ou même une norme pour les gens qui sont censés être éduqués et cosmopolites. Cette propagande continue à une échelle gigantesque, relayée par des autorités gouvernementales et un secteur privé totalement inféodé aux intérêts anglo-américains. Annie Lacroix-Ries a bien expliqué comment, en finançant certains groupes de presse et certains journalistes, et en finançant aussi la publicité des écrits de certains intellectuels à sa solde, Washington, par le biais des fondations Écran ou d'ONG, organisations non gouvernementales, a acheté son influence dans les milieux politiques et financiers. En braquant le projecteur là où il le voulait, en favorisant la visibilité de certains journalistes et d'écrivains médiocres mais à leur solde, les intérêts anglo-américains ont gagné la plupart des créneaux qu'ils avaient convoités et atteint des résultats remarquables. Ils ont consolidé une tête de pont durable par le biais de la dépendance vis-à-vis de la langue anglaise, qui a pris ainsi en grande partie le relais comme poste primordial d'influence, puisque l'apprentissage de cette langue et la volonté de se maintenir au niveau crée un formidable appel d'air en matériaux de propagande et d'endoctrinement à ces mêmes intérêts. Il est temps toutefois de laisser la parole aux vrais professionnels des langues que sont les traducteurs professionnels et les interprètes et qui sont la plupart du temps polyglottes. Je vais donc parler de Claude Piron et de son livre phare qui s'intitule « Le défi des langues, du gâchis au bon sens ». Pourquoi lui et pas un autre ? Parce que c'est un Suisse roman qui connaissait déjà les deux autres langues de son pays, à savoir l'allemand et l'italien, et qui a travaillé comme interprète dans des organisations internationales un peu partout dans le monde, dans 4 langues, à savoir le russe, l'espagnol, le chinois et l'anglais. Il connaissait donc à fond une langue qui n'est pas d'origine indo-européenne.
Il a également été psychologue, discipline qu'il a enseignée à l'Université de Genève. Entre autres talents que j'aborderai plus tard, il est parfaitement habilité à parler des ressorts psychologiques qui peuvent infléchir les choix des apprenants de langues étrangères. Son constat est sévère. Nous avons organisé de par le monde un enseignement scolaire des langues dans lequel nous investissons année après année des capitaux énormes. On a vu s'édifier là un système d'enseignement qui, à un prix de revient d'une ampleur défiant toute imagination, produit un nombre insignifiant de polyglottes. La communication internationale, dans bien des situations, ne fonctionne pas. Là où elle fonctionne, de façon médiocre, elle consomme des montants effarants injectés dans la traduction, l'interprétation simultanée, le secrétariat multilingue et la reproduction d'ouvrages et de documents dans des dizaines et des dizaines de langues. Fin de citation. La communication linguistique pose-t-elle réellement un problème? La question mérite d'être soulevée, car si pour certains les difficultés linguistiques sont d'une évidence agaçante, c'est loin d'être le cas pour la majeure partie de la population. Une enquête rapide révèle que la plupart de nos contemporains n'ont pas l'impression qu'il y a là de quoi fouetter un chat. Cela se comprend, à l'exception des petits pays, le citoyen moyen a peu de contact avec l'étranger. Il ne se demande pas comment l'information parvient à son journal favori. Que les nouvelles puissent être sélectionnées en fonction de la langue des grandes agences de presse, cela ne lui fait ni chaud ni froid. Quand il voyage à l'étranger, il parvient à se débrouiller, ne fût-ce que par geste ou à l'aide de quelques mots d'anglais qu'il baragouine. Il n'a que des contacts extrêmement superficiels. Mais pourquoi souhaiterait-il autre chose? Ses enfants suivent un programme scolaire censé être normal, et l'idée que l'enseignement des langues pourrait être organisé autrement ne lui vient pas à l'esprit. Que la télévision lui présente une proportion énorme de productions américaines, cela ne lui met pas la puce à l'oreille. Pourquoi vouloir que ce soit différent si les gens sont contents? Et quel rapport avec les langues? Quant aux autres relations entre grandes institutions, entre États, entre scientifiques ou même entre sportifs de différents pays lors des Jeux Olympiques, tout cela se situe en dehors de son univers à lui. Les problèmes de langue qui se posent à cet échelon-là ne sont-ils pas résolus par des professionnels? Il y a des traducteurs qui s'occupent de ces choses. Et puis, nous dit-il, avec l'anglais, on se débrouille dans le monde entier. Lui-même ne peut pas soutenir une vraie conversation dans cette langue, mais il ne doute pas que les gens qui en ont besoin le peuvent et que tout se passe très bien. Autrement dit, il n'y a pas de quoi se faire de soucis. Cependant, dans son livre, Claude Piron cite un animateur de télévision néerlandais qui faisait la déclaration suivante. Même si l'on a bien appris l'anglais, comme c'est souvent le cas aux Pays-Bas, on hésite à prendre la parole dans un groupe multinational qui utilise cette langue. Parce que dans ce type de situation, on a peur. Peur de ne pas dire exactement ce qu'on voudrait dire. Peur de faire des fautes. Peur d'un accent jugé ridicule. Pour ne pas être assez à l'aise dans la langue étrangère, pour rétorquer du tac au tac à un anglo-saxon avec toute la force qui serait nécessaire. Fin de citation. C'est effectivement la raison pour laquelle, dans les cas où des intérêts substantiels sont en jeu lors de réunions internationales, la plupart des associations se font représenter par quelqu'un de langue anglaise pour être sûr de bien défendre leurs intérêts. Toutefois, il faut noter que l'Association des juristes arabes ou la Fédération des techniciens de laboratoire d'Afrique francophone n'ont, par définition, aucun anglo-saxon dans leur rang. Les anglophones natifs à qui l'on fait ce type de remarques vous regardent alors comme un insecte déplaisant. Claude Piron aborde la question du multilinguisme dans le cadre des cénacles suffisamment riches pour se le permettre, comme le Parlement européen, le Conseil de l'Europe. Et il y a aussi l'OCDE, la CSCE, c'est-à-dire la Conférence sur la sécurité et la collaboration en Europe, l'ONU, l'UNESCO, la FAO, l'AIEA, l'OMS, l'OIT, l'UIT,
l'OMC, l'UNICEF, ainsi que dans d'autres domaines, l'OPEP, l'Union postale universelle, l'Organisation météorologique mondiale, le Centre du commerce international, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l'Organisation intergouvernementale pour l'immigration, etc., etc. Même si la tendance actuelle impose de plus en plus l'usage de l'anglais, toutes ces organisations doivent assurer l'interface avec les pays membres et pour cela, chacun de ces organismes a bien entendu sa cohorte de traducteurs et d'interprètes permanents et chacun fait constamment appel à des traducteurs ou interprètes indépendants recrutés à court terme pour un travail spécifique, pour une conférence ou encore s'afférant à domicile. Même si des progrès considérables ont été faits en traduction assistée par ordinateur, comme nous le verrons dans de futures vidéos, la profession d'interprète a encore de beaux jours devant elle, car plus leur rang est élevé, plus ceux qui interviennent au sein de ces organisations ont recours à leur langue maternelle respective. Il est rare qu'on s'interroge sur les aspects qualitatifs de ce type de communication, si au moins la communication passait. En effet, très souvent, la qualité de l'interprétation se situe bien en deçà du minimum acceptable. L'interprète n'a pas le temps de trouver l'expression dont il aurait besoin, ou il a mal compris l'orateur, d'où une certaine déperdition du message quand les conditions sont optimales. Or souvent, elles ne le sont pas. Par exemple, l'orateur a un accent tel qu'il est impossible de suivre ce qu'il dit, ou s'il s'agit d'un domaine technique où l'interprète, qui a pourtant tout fait pour se documenter, est mal à l'aise. Pour pouvoir interpréter correctement, il devrait connaître à fond la spécialité dont il s'agit. Mais si c'était le cas, il serait parmi les experts, pas dans sa cabine d'interprète. S'il existe d'excellents interprètes dont l'art tient du prodige, la proportion d'interprètes médiocres est considérable. Or, à partir d'un certain seuil de mauvaise qualité, la communication ne passe tout simplement pas. Cela peut se produire même quand l'orateur a un bon accent et ne traite pas d'un sujet technique et il n'y a là rien d'étonnant. Les conditions même de l'interprétation simultanée sont un défi au fonctionnement cérébral normal. Dans son livre, Claude Piron donne de nombreux exemples de contresens et de déformations auxquels peuvent conduire des mauvaises interprétations simultanées. Passons en revue un petit échantillon. Après avoir indiqué qu'une demi-douzaine d'États possédaient déjà l'arme nucléaire, le secrétaire général des Nations Unies a ajouté And 24 or more have the ability to join their ranks soon unless they can be persuaded not to do so. Ce qui veut dire et 2 ou davantage pourraient les rejoindre bientôt à moins qu'on ne réussisse à les en dissuader. Pour les auditeurs branchés sur la cabine française, cette section de phrase est devenue « et 2 de pays utiliseront cette arme nucléaire, sauf si on a la possibilité de faire le contraire ». Autre exemple, des conflits, anciens ou nouveaux, continuent à sévir sur notre planète. Old and new conflicts continue to plague our planet. Or, l'interprète nous a dit « il y a de nouveaux conflits qui sont en train de se passer dans le monde ». Tandis que Nations go it alone in contravention of the Charter, and often only return to the United Nations when all other efforts to deal with their problems have failed. Signification, les nations font cavalier seul, contrairement à ce que prévoit la Charte, et dans bien des cas, ne reviennent s'adresser aux Nations Unies que lorsque tous les autres efforts déployés pour résoudre leurs problèmes se sont révélés infructueux. Et cela s'est transformé, suite à l'interprétation simultanée, en les nations vont à l'encontre de la Charte et tous les efforts des Nations Unies ont échoué dans ce domaine. When you go back to your homes, carry with you the message that love and duty to one's country are not lessened by love and care for the wider world, a wider world of all peoples living together in peace with one another as good neighbors. Signification. Quand vous rentrerez chez vous, transmettez le message suivant. L'amour et les devoirs que chacun a envers son pays n'y perdent rien lorsqu'on éprouve de l'amour ou de la sollicitude
pour le vaste monde, un vaste monde où tous les peuples puissent vivre ensemble en paix les uns avec les autres comme de bons voisins. L'interprète a donné maintenant la version suivante. Et cette aide n'est pas minimisée par l'amour que nous avons pour vivre en paix les uns avec les autres. Cet échantillon n'a rien d'exceptionnel. Or, l'interprétation simultanée, qui coûte cher, n'a de sens que si le message passe. Bien souvent, le message ne passe pas. L'argent est dépensé en pure perte. Voyons maintenant la traduction non institutionnelle et les problèmes de qualité. Prenons l'exemple d'un séchoir à cheveux. Sur la boîte en carton, un avertissement en diverses langues. L'anglais dit Pay attention. Do not use while bathing or showering and do not immerse the appliance in water. littéralement, cela signifie attention, ne pas utiliser en se baignant ou en se douchant et ne pas immerger l'appareil dans l'eau. Les Italiens ont droit à la même chose, à la douche près. Attenzione! Non usare l'apparecchio nel bagno, non immergerlo nell'acqua. Encore qu'on puisse comprendre ce texte, selon l'usage actuel de la langue de Dante, comme signifiant ne pas utiliser l'appareil dans la salle de bain. Quoi qu'il en soit, et si pour les anglo-saxons c'est l'immersion qui est considérée comme dangereuse, pour les gens de langue allemande ou française, le risque commence avant. Vorsicht! Dieses Gerät nicht in der Badewanne, Dusche oder über mit Wasser gefüllten Waschbecken benutzen. Voilà ce que dit l'allemand, ce qui correspond en français, attention, ne pas utiliser l'appareil dans la baignoire, la douche ou sur le lavabo rempli d'eau. L'allemand dit au-dessus du lavabo. Mais cette petite divergence est négligeable en pratique. La question ne s'en pose pas moins. Le même appareil est-il plus dangereux pour un peuple que pour un autre ? Prenons maintenant une machine à café, dont le modèle importe peu pour les besoins de cette démonstration. La prudence engage l'acheteur à lire les consignes de sécurité. À la page 7 du mode d'emploi, on peut lire « Ne jamais remplir l'appareil avec de l'eau chaude », dit l'instruction française, avec 2 mots en caractères gras et un point d'exclamation pour bien faire comprendre que c'est important. Mais comment ne pas être troublé lorsqu'on aperçoit le texte italien en regard ? Non versare acqua fredda nel recipiente. Dit-il, ce qui signifie ne pas verser d'eau froide dans le réceptacle. Quelle est la vraie consigne de sécurité ? On peut se le demander. On tombe maintenant sur cette phrase. Dans la seule boutique de cette communauté, la moitié des rayons sont remplis de formules de lait. Passons sur cette communauté qui est en fait une commune, c'est-à-dire un village. Mais que sont ces étranges formules qui remplissent les rayons ? Il s'agit tout simplement de lait en poudre. En anglais, c'est formula. Là encore, la version française est un calque de l'anglais qui n'est pas immédiatement compréhensible. Passons maintenant à la traduction de jungle concrète, où s'entasse une bonne partie de la population. Le traducteur, travaillant vite, sans doute, ne s'est pas rendu compte que concrete, en anglais, veut dire concret, certes, mais aussi béton. En l'occurrence, c'est dans des jungles de béton, c'est-à-dire des cités dortoirs faites de grands immeubles, tous pareils, que vivent les habitants dont il s'agit. Certaines erreurs de traduction sont extrêmement fréquentes dans les romans traduits de l'anglais. C'est le cas par exemple de paved road, presque toujours traduit par route pavée, alors qu'il s'agit en fait de route asphaltée. Terminons cet échantillonnage par une mention figurant sur la couverture d'une publication officielle allemande paraissant en plusieurs langues. Verredlichung friert, Belege erbeten. Free of charge reprints requested. Publication libre. Prière d'envoyer des exemplaires justificatifs. Le français n'est pas clair. Qu'est-ce qu'une publication libre ? Se reporter à l'anglais ne résout pas le problème car il s'agit d'un faux sens. Free of charge veut dire gratuit, alors que l'expression allemande signifie en fait reproduction autorisée. Décidément, il n'est pas vrai que les problèmes de langue sont une invention d'esprit chagrin ou maladif, que grâce à l'anglais d'une part et d'autre part
à la traduction des textes et à l'interprétation des discours, tout baigne dans l'huile, dans un univers où la barrière des langues n'existe plus. Problème il y a. Les milliards que les États déversent dans l'enseignement scolaire des langues ne le résolvent pas. Pas plus que les millions que contribuables et consommateurs paient pour les services linguistiques ou les agences de traduction et d'interprétation. Claude Piron ajoute « Il n'y a pas de doute, notre travail de consultant et étudiant la réorganisation possible d'un fonctionnement laissant beaucoup à désirer se justifie parfaitement. » Je vous ai donné ces exemples non pas pour dénoncer les coûts de traduction assez faramineux et dont Claude Piron donne des détails dans son livre, mais après tout, certains observateurs pourraient dire que les coûts de traduction ne représentent rien par rapport aux sommes colossales dépensées sur les armements un peu partout sur la planète, et plus particulièrement en cette année 2023. Non, en fait, j'ai présenté ces exemples dans un autre but, pour que mon auditoire se rende compte que, de plus en plus, la plupart des traductions que l'on nous sert, qu'il s'agisse de modes d'emploi, d'appareils ménagers, d'outils spécialisés ou de dépêches de presse, proviennent en fait d'une seule langue source, à savoir l'anglais. Et leur traduction est souvent déplorable quand elle existe. Pour nous autres francophones et aussi pour tous ceux qui ne sont pas anglophones, nous avons souvent à démêler des phrases incompréhensibles, interpréter des contresens grossiers, aller au-delà des inexactitudes et des imprécisions et souvent jouer à la devinette avec un mode d'emploi pour apprendre à nous servir d'un outil ou d'une machine un peu compliquée, alors que le problème serait automatiquement résolu si la rédaction du document d'origine, au lieu d'avoir été faite en anglais, eût été faite par un locuteur natif de la langue utilisée par le consommateur ou le client du message à qui il est finalement destiné. Ainsi, dans le monde occidental, les francophones et les non-anglophones se voient déverser sur eux un charabia qui défie leur compréhension et qui court-circuite leur raison. Il est loisible de penser que cela sied parfaitement aux populations destinées à être vassales ou esclaves. Là encore, la soumission et la dépendance se payent cher, très cher. Dans la prochaine vidéo, je continuerai la démonstration de Claude Piron sur les mythes et les réalités de l'apprentissage des langues étrangères. Dans son livre, il expose les illusions de ceux qui pensent que l'anglais leur apporte le passeport ultime de la communication, alors qu'ils se mettent irrémédiablement en position d'infériorité par rapport aux anglophones natifs, dès qu'ils entament avec eux une négociation quelconque. Cela sera une des clés de compréhension de la vassalisation progressive des nations d'Europe continentale par les États-Unis depuis une cinquantaine d'années. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la rediffuser et à la partager avec vos amis et collègues de travail. La renaissance du français et l'épanouissement de la francophonie ne pourront se faire que quand nous aurons gagné la bataille des idées, auprès des gens éveillés et surtout auprès des gens qui ont le pouvoir de changer les choses après leur avoir démontré qu'ils agissent actuellement contre leurs intérêts directs. Dans le but de nous asservir, des intérêts puissants ont pris pour cible notre langue afin de la dénaturer dans un premier temps et de la détruire comme ciment de notre volonté de vivre ensemble. Il faut prendre conscience des facteurs qui ont fait reculer de manière spectaculaire l'influence qui s'exerçait par le biais de la langue française dans tous les domaines avant 1945. Il nous faut comprendre pourquoi les peuples francophones occidentaux sont sous occupation mentale et ne peuvent se dépêtrer du carcan imposé par des institutions sur lesquelles ils n'ont presque plus d'influence. Dans le cadre d'un effort de reconquête, il nous faut comprendre ce qui se passe. En devenant membre d'Impératif Français, vous franchirez une étape dans la bonne direction. Pensez à faire une donation à cet organisme, dont le but est d'affirmer la francophonie québécoise et internationale et de combattre l'impérialisme linguistique anglo-saxon avec toutes ses conséquences funestes sur l'épanouissement et la créativité des peuples francophones. Bonne fin de journée à tous.